Eh bien, je pense qu'il est temps de démarrer. Donc, euh, merci à tous d'être présents. Vous êtes une fois de plus pour à ces webinaires et c'est une source de satisfaction pour nous et de réassurance d'une certaine façon parce que ça nous fait dire qu'on va pouvoir vous transmettre les bonnes informations pour que vous puissiez utiliser de la meilleure manière les nouveautés de l'édition 2020 que va vous mettre à disposition incessamment sous peu. Donc, ce webinaire s'inscrit donc dans une suite toute une série justement de webinaires qui ont eu lieu en juin et en juillet. Donc là, on en est effectivement à l'avant-dernière session. Une en français aujourd'hui, une en anglais la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas si vous pensez que ce qu'on va dire aujourd'hui peut intéresser d'autres personnes dans votre entreprise, n'hésitez pas à leur transmettre l'invitation pour la semaine prochaine et ou à leur transmettre l'enregistrement du webinaire qui vous sera communiqué également à la suite de la session d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est un tour d'horizon des nouvelles fonctionnalités. Donc, on estime que cette session est indispensable pour tous les clients Retail Y2 Advance, parce qu'effectivement, il faut pouvoir s'approprier les éléments de changement avant qu'ils soient mis en application. Et pour certains d'entre vous, ça se précise, puisque les premières sessions de mise à disposition des environnements de test seront réalisées, je crois, dans les jours qui viennent. Donc, je suis Emmanuel Costa, je suis en charge de ce qu'on appelle l'offre Y2 Core, donc dans l'équipe de Product Management, qui est guidée par Olivier Quionneau, qui ne sera pas là aujourd'hui, mais dans une session ultérieure, peut-être. Nous avons donc une demi-heure à passer ensemble environ, et je vais essayer de ne pas trop parler pour profiter de quelques minutes en fin de session pour vous permettre de poser des questions. J'essaierai de faire le maximum pour y répondre. Et donc pour cela, vous pouvez utiliser tout au long de la session soit la fenêtre de chat, soit la fenêtre de Q&A. Et donc je regarderai tout ça en fin de session pour, eh bien, voilà, répondre à vos questions. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais ce webinaire est tout particulièrement dédié effectivement à nos clients Advance parce que pour eux, eh bien, vous faites du SaaS, la migration se passera, quoi qu'il en soit, dans les jours et semaines qui viennent. Mais évidemment, nos clients on-prem sont les bienvenus dans cette session. La seule différence, c'est qu'eux migrent eh bien, mais quand ils le souhaitent et à leur frais d'une certaine façon, enfin, sur leurs propres architectures. Mais voilà, globalement, il y a, vous savez, très peu de différences fonctionnelles entre les deux solutions. Donc, voilà, donc cette session d'information est tout aussi intéressante pour les clients on-prem. Alors, avant de rentrer dans un peu plus de détails par rapport aux évolutions qui ont été réalisées, je voulais tout d'abord vous donner la vision qui nous a guidés, qu'on a établie, qui nous a guidés pour l'élaboration de cette version 2020. Donc là, il faut se souvenir que cette vision-là, on l'a établie donc, fin 2019, avant de lancer effectivement les développements de la 2020 qui se sont donc déroulés après. Et donc, à l'époque, on s'était focalisé sur un certain nombre de grands axes qui nous semblent tout particulièrement à développer pour vous apporter plus de fonctionnalités, plus de valeur dans les solutions qu'on vous met à disposition. Le premier axe, bien évidemment, c'est les aspects omnichannel au sens large. Et on verra tout à l'heure qu'il y a effectivement plusieurs éléments de réponse dans les fonctionnalités qu'on a mis à disposition. Les aspects d'ouverture sont également extrêmement importants puisque de plus en plus, les solutions Cegid que vous utilisez doivent être interconnectées avec d'autres solutions
qui équipe l'environnement de vos boutiques et ou voire jusqu'aux clients finaux. Et donc ces aspects d'ouverture sont vraiment très importants et on va montrer tout à l'heure que on a fait quelques pas significatifs, notamment sur la mise à disposition de nouveaux web services qui, on en est persuadé, vont vous permettre voilà, de développer des nouveaux projets qui seront porteurs de valeur. Les aspects innovation sont aussi importants et guident en fait chacune de nos, chacun de nos développements, chacune de nos orientations. Donc le dernier élément qui est tout aussi important, c'est la partie packaging. Entendez par packaging la possibilité de pouvoir plus facilement déployer les solutions, les suivre, les mettre à disposition, les paramétrer, etc. Alors, en fait, 80 ou 90% des développements et des efforts qu'on place sur ce sujet-là ne sont pas forcément directement visibles pour vous, puisqu'effectivement, ils contribuent à mettre plus facilement et plus rapidement à disposition dans un contexte SaaS nos solutions. Donc c'est une valeur évidemment que vous allez à la fin récupérer, mais qui n'est pas forcément perceptible, on va dire, pour l'utilisateur. On va voir qu'il y a néanmoins certains aspects qui sont assez fondamentaux et que l'on a mis à disposition pour permettre, par exemple, de transporter plus facilement des paramètres d'un environnement à un autre, des fonctionnalités de ce type-là, où on parlera aussi d'éléments de paramétrage pour faciliter ces paramétrages, par exemple. Voilà, donc un certain nombre de choses qui vont faciliter la mise à disposition des solutions YB. Alors, je dois dire que dans le contexte et dans ce que je vous présente aujourd'hui, on se concentre sur la partie, ce qu'on appelle le core Y2, c'est-à-dire l'application, on va dire, historique et ses web services. Mais vous savez que de plus en plus, le core Y2 est au service d'autres applications, inventory tracking, MPOS, Livestore que l'on a lancé récemment. Et donc aujourd'hui, on ne parlera pas de cette roadmap-là, parce que évidemment, ça fait partie de certains ateliers dédiés. Mais il faut que vous compreniez bien, effectivement, le rôle de backbone du corps de plus en plus important, qui sert effectivement comme ça, voilà, de support à tous ces services-là qui peuvent être développés et mis à disposition par Cegid. Et on verra également qu'effectivement, les web services permettent également justement de développer vos propres apps aussi qui vont rentrer et s'intégrer parfaitement dans tout ce périmètre. Alors, en parallèle et en plus de ces éléments-là, dont on fait les phases de développement, on a décidé aussi pour cette version de revoir complètement l'interface utilisateur au sens de son look and feel. Et je vais vous en donner quelques détails. Il est important effectivement de pouvoir se mettre on va dire, aux standards des dernières évolutions d'UI qui sont voilà, définies sur le marché. Et c'était important aussi de pouvoir harmoniser ça avec l'ensemble des applications Cegid, qu'elles soient retail ou pas. Et donc, ce travail, à partir d'un design system, donc un ensemble de guidelines qui permettent de transformer l'application pour qu'elle soit plus facilement, plus rapidement utilisable par l'utilisateur, c'est un élément assez structurant et qui, là, pour le coup, va être un élément visible et qui sera la première chose que vos utilisateurs vont voir quand ils vont se connecter à l'application au moment de réaliser leur première vente ou de faire différentes opérations de stock, etc. Alors justement, si on parle de cette interface utilisateur, voici à quoi elle ressemble. Comme vous pouvez voir, on a travaillé sur la question des couleurs, on a travaillé sur la question du positionnement de certaines informations qui sont, par exemple, regroupées sur la droite, voilà, avec différents aspects de menu. Et on a mis à disposition des informations, des nouvelles, en quelque sorte, fonctionnalités. La première, à ce stade, c'est de permettre la création de favoris utilisateurs, c'est-à-dire que chaque utilisateur avec le petit bouton étoile en haut à droite, là, je vous ai parlé, peut créer ses propres favoris et ils sont stockés en base, c'est-à-dire qu'il va pouvoir les récupérer d'où
d'où qu'ils se connectent, d'accord, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis autre chose qui est vraiment, à mon sens, très utile au quotidien, c'est une liste des dernières fonctions utilisées qui s'affiche juste en dessous et qui va donc se constituer au fur et à mesure de l'utilisation de l'application. Alors, une petite astuce concernant, à anticiper concernant ces deux éléments-là, ce qu'il faut bien comprendre, comme c'est l'utilisateur qui crée ses favoris et que la première fois qu'il se connecte, il n'aura ni créé les favoris ni utilisé les fonctions, eh bien, la zone grise, là, avec les différents boutons que vous pouvez voir, sera vide. Donc ça, c'est une petite information qu'il faut lui donner pour éviter, disons, du stress inutile au moment de l'ouverture de l'application. C'est normal, il faut simplement lui indiquer que ça sera à sa charge ou pas. Si la personne ne souhaite pas gérer de favoris, ce n'est pas obligatoire. Pour accéder à ces menus à gauche comme d'habitude. Les fonctions, la fonction utilisée, elles seront alimentées. Voilà. Donc, petite information à passer. À mon avis, gain significatif dans l'utilisation au quotidien. Et puis donc après, accès au menu classique, etc. Alors après, donc un autre exemple de ce qu'on a modifié, pour la partie ouverture, on a revu un petit peu le design du process et notamment on a fait apparaître etc., de pouvoir avancer étape par étape et de s'y retrouver un petit peu mieux. À ce stade, ce qu'il faut que je vous dise avant de rentrer un peu plus dans le détail, c'est que bien comprendre que l'on n'a pas fait la révolution dans l'utilisation de l'application, d'accord. Les menus sont au même endroit, donc hormis la partie favoris et les dernières fonctions utilisées qui elles sont les nouveautés, vous allez en gros, l'utilisateur va retrouver les mêmes menus avec les mêmes entrées au même endroit, d'accord. C'est vraiment dans le détail, dans l'utilisation, c'est ce qu'on va voir après, que on a essayé d'apporter le maximum de changements pour l'utilisation. Mais en d'autres termes, un utilisateur un utilisateur habituel de l'application, il n'aura aucune difficulté à utiliser cette nouvelle version, même si vous n'avez pas passé des heures à lui expliquer ce qui a changé. Il va retrouver les éléments à endroit. Il y a par contre des éléments visuels qui sont différents et qu'on espère bien qu'ils vont pouvoir l'aider et lui permettre de travailler plus rapidement. Mais voilà, il ne s'agit pas d'un changement complet du X, mais plutôt d'une refonte de l'UI, des couleurs, etc. Des boutons, comme on va le voir, pour permettre une utilisation plus fluide et plus efficace. Alors justement, si on regarde eh bien, les types d'améliorations qu'on a pu apporter, sur les boutons, par exemple, on les a donc effectivement redesignés, repositionnés, et on a harmonisé les éléments de couleurs, de visuels, etc. Donc en gros, le bouton d'action, ici c'est validé, mais ça pourrait être un autre bouton d'action, il est toujours en bleu, c'est toujours au même endroit, etc. Donc on a en gros gommé les éventuelles incohérences de boutons, etc., qu'il pouvait y avoir dans l'application. Ça, c'est un travail de fond qu'on a vraiment revu et qui va énormément faciliter la vie, notamment pour les nouveaux utilisateurs, mais pas seulement. On a aussi revu, alors je ne sais plus combien de centaines d'icônes sont utilisées par les applications, mais on les a tous revus avec donc l'objectif de les rendre plus faciles à lire, plus cohérents. Et donc là, pour le coup, ils ont effectivement beaucoup changé. Par contre, évidemment, vous allez toujours les retrouver à peu près au même endroit, sauf quelques petits endroits où ça a éventuellement pu changer un petit peu. Et surtout, vous avez toujours l'infobulle quand vous approchez votre souris qui vous permet de retrouver, d'avoir en clair la description du bouton à quoi il correspond. Donc là aussi, l'objectif, c'était d'avoir quelque chose qui soit plus facile à utiliser, visuellement voilà, plus efficace, mais de ne pas faire la révolution et de déranger le moins possible ceux qui avaient leur habitude. Autre exemple, on a travaillé sur les lignes pour agrandir les espaces, etc. Donc là, juste pour vous dire, la solution, cette version-là, la 2020, elle est utilisée par un certain nombre de clients
early adopter depuis janvier maintenant, donc ça fait une période significative. Et typiquement, sur cet aspect-là, on a eu des retours où, par exemple, il n'était pas suffisamment contrasté, etc. Donc, ça pouvait gêner dans certains cas. Donc, évidemment, ce n'était pas du tout le but. Hein, on voulait améliorer la lisibilité. Et donc, on a amélioré réalisé quelques touches d'amélioration pour tenir compte des avis des clients et améliorer le résultat final. Donc ça, c'est donc des éléments, des exemples de ce qui a été revu dans l'application. Dans le détail, il y a beaucoup d'autres choses, hein, mais je voulais ici insister sur voilà, certains éléments pour vous donner de la visibilité, que vous puissiez anticiper l'appropriation de ces nouveautés par vos utilisateurs. Pour certains, ça va passer comme une lettre à la poste. Pour d'autres, vous pouvez peut-être estimer qu'il faut les accompagner un petit peu plus. Ça, évidemment, vous avez l'habitude et donc on vous laissera trouver la meilleure façon de faire. Alors, puisqu'on parle d'interface utilisateur, mais pas seulement, ce que l'on a fait aussi à partir de la version 2020, c'est fournir un certain nombre de fonctionnalités sous forme de web app. Donc, une web app, c'est un ensemble de fonctionnalités, donc dans un mode web avec des technologies effectivement actuelles, etc., et qui permettent donc d'avoir une interface encore plus moderne que celle que j'ai montrée précédemment, tout en gardant exactement les mêmes codes, les mêmes logiques et tout ça. Et donc certaines fonctionnalités en partie de back-office, donc de permettre donc de les utiliser sous forme de web app. Les avantages, c'est quoi? C'est bien sûr, on peut faire des choses, et je vous dirai quelques mots qui sont plus ergonomiques, etc., et encore plus adaptables, encore plus responsives et tout ça. Et puis l'autre intérêt aussi, c'est que ces web apps, elles sont indépendantes du corps. Donc effectivement, c'est des choses qu'on peut introduire, pour lesquelles on peut avoir potentiellement un cycle de vie et d'évolution qui est supérieur avec une édition complète d'Y2 qui, elle, évolue à son cycle, mais à son rythme, mais plutôt sur une tendance annuelle. Et d'ailleurs, cette logique de web app, on va la retrouver avec d'autres applications. Hein, on parlait d'inventory tracking, on parlait de Live Store et des choses comme ça. Donc là, on rentre vraiment dans une logique de modularité et de cycles qui vont permettre d'accélérer la mise sur le marché de différentes fonctionnalités qu'on peut vous mettre à disposition. Et ça donne des perspectives vraiment intéressantes parce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment très nombreux, plus de 400 clients à utiliser les solutions SaaS. Et donc, avec du SaaS plus des technologies web app, ça nous permet effectivement d'accélérer et de vous mettre à disposition des fonctionnalités vraiment à un rythme effectivement soutenu pour répondre aux différentes problématiques qui se posent et aux évolutions nécessaires. Alors, ces web apps, aujourd'hui, elles sont dans la 2020, vous avez les fonctionnalités historiques qui sont toujours accessibles dans l'application. D'accord? Donc là, par exemple, on parle de la web app qui s'appelle User Groups, qui permet donc de paramétrer les utilisateurs et de les gérer. Vous avez toujours la fonctionnalité de gestion des utilisateurs dans les menus back-office et front-office d'ailleurs, qui sont utilisables. Mais vous avez de manière complémentaire dans la 2020 la possibilité d'utiliser ces fonctionnalités. Et en particulier, on va les lancer en pilotage. Donc, on est à la recherche de clients qui seraient intéressés par tester et mettre en production ces nouvelles fonctionnalités. Mais voilà, elles sont optionnelles dans la mesure où, pour la 2020, ces fonctionnalités-là sont encore accessibles avec l'ancienne interface Y2 que je vous ai montré juste avant. Bien sûr, notre objectif, c'est que vous en soyez satisfait et que, à partir de 2021, vous puissiez, que ça devienne la norme, que la gestion des utilisateurs, par exemple, ne passe que par cette partie web app. Alors, la web app, là, ce n'est pas seulement qu'une question d'interface et de technologie. Vous voyez, par exemple, que ici, avec cette web app User Group, on a une fonctionnalité de modification en masse des utilisateurs qu'on n'a pas aujourd'hui dans l'interface standard de Y2. D'accord? Donc, c'est aussi apporter des nouvelles fonctionnalités. De la même manière, une autre web app disponible, c'est celle qui s'appelle Company Settings, qui, comme son nom l'indique, est là pour définir les paramètres société. Eh bien, dans Company Settings, on a une fonctionnalité de recherche qui permet, par exemple, de retrouver la fonctionnalité ou le paramétrage qui nous intéresse.
Ça, c'est vrai que bon, quand on paramètre régulièrement l'application, on peut se retrouver à chercher un peu certains paramétrages. Là, avec cette interface-là, il suffit de rechercher et tant dans le contenu du paramètre que dans son libellé, on va pouvoir plus facilement retrouver la fonctionnalité. Donc, c'est deux nouvelles web apps, donc Company Settings, User in Group, vont pouvoir être utilisées. On en a introduit aussi une autre. Alors, ça fait un petit moment que je parle de cette nouvelle interface et de cette nouvelle fonctionnalité liée à la GDPR, enfin à la gestion à la gestion de la protection des données consommateurs. Donc, Y2, il y a déjà des possibilités de restreindre les droits utilisateurs, enfin, voilà, différentes choses qui sont nécessaires pour la mise en application du règlement GDPR, mais pas seulement d'ailleurs, puisque dans d'autres pays, il y a aussi ce type de fonctionnalité. Là, on est allé un peu plus loin, donc ce n'est pas qu'une question d'interface, là, on va plus loin et on permet un certain nombre de fonctionnalités qui vont permettre de gérer en fait le cycle de vie des données clients depuis la demande, depuis leur création, la gestion de consentement qui sont effectivement assez élaborés, jusqu'à une demande d'anonymisation qui pourrait formuler un consommateur en boutique et qui va ensuite pouvoir être mis dans un workflow et processé. Autre web app qui est désormais aussi nouvelle interface. Alors celle-ci, elle existait déjà, on l'a refondue pour être. C'est French Tax Rules, c'est-à-dire l'interface qui permet pour la réglementation, les exigences de sécurisation des données en France, de venir suivre les éventuelles anomalies ou problèmes qu'on peut avoir sur les données et éventuellement faire un export à des besoins d'audit. Donc ça, c'est la web app. La web app French Tax Rules, c'est l'outil d'audit qui permet de faire ça. Donc, des éléments de nouvelles outils, donc on va dire hors traditionnel et des extensions vers des nouvelles web apps donc, voilà, qui ont vocation à être de plus en plus nombreuses et à représenter l'avenir. Mais donc, évidemment, ce n'est pas le seul élément qu'il y a dans cette nouvelle version. On a aussi apporté des améliorations au niveau de la gestion de certaines transactions, comme la possibilité de pouvoir saisir certains emails pour envoyer par exemple un ticket au format électronique sans avoir besoin d'enregistrer le client avant. On a aussi apporté certaines améliorations techniques sur. On a restreint par exemple la possibilité, parce que ça n'est à plus de problèmes qu'autre chose, la possibilité d'avoir plusieurs caisses qui tournent sur le même PC. On a apporté quelques améliorations aussi sur la gestion du coffre. On a aussi apporté des améliorations sur la génération des price lists, avec notamment la possibilité de générer ces price lists sur la base de critères qui sont des critères de segmentation qui sont sous forme de champs utilisateurs. Nous avons, donc j'en parlais tout à l'heure aussi, apporté des améliorations fonctionnelles sur certains process omni, et notamment la possibilité de faire un retrait partiel en point relais, ou également la possibilité de faire des expéditions multi-boutiques, et puis deux autres fonctionnalités qui sont un petit peu plus anecdotiques. La partie Consumer Data Protection avec donc tout le module GDPR, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Et là, je vais m'arrêter un peu plus sur la partie web service. Et notamment là, on est dans le chapitre ouverture. Alors, on a amélioré certains web services qui existaient déjà, on les appelle plugins, pour rajouter quelques champs, etc., faire des choses comme ça. Mais aussi et surtout, on a introduit un nouveau qui s'appelle Sales External. Ce nouveau plugin donne la possibilité d'enregistrer directement certaines transactions dans la base Y2 pour avoir un résultat identique à celles qui sont directement créées par le front office ou par d'autres applications de la galaxie Céline. En gros, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de cas, de scénarios clients vraiment particuliers qui nécessitaient d'avoir des apps qui soient vraiment personnalisées et dédiées à certains clients, et donc qui n'étaient pas disponibles dans la galaxie, encore une fois, des apps mobiles proposées par Cegid. Alors, on pourrait imaginer, par exemple, le cas de l'installation d'un kiosque dans une boutique, où là, vous décidez de faire développer
l'application qui sert à l'utilisateur à faire enregistrer sa transaction par une. Et ça, c'est pas quelque chose que Cégide propose de son côté. Ce qu'on propose dans ce cas-là, c'est la possibilité donc pour ce kiosque d'appeler un service qui s'appelle Service External et qui en fait va permettre d'enregistrer directement sans passer par un ticket en attente ou d'autres types de process de ce type-là, donc d'enregistrer directement la transaction dans Y2 avec un certain nombre de garde-fous qui vont permettre de s'assurer qu'effectivement la transaction en question, elle est bien compatible avec les règles fiscales, etc., qui concernent le pays où elle est enregistrée. Elle correspond bien à tous les éléments de compliance qui sont vraiment très importants. Donc, ce nouveau service, Sales External, voilà, il est vraiment, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui ouvre une porte finalement assez importante et qui est utilisée par certains clients qui ont mis du coup en place certains des scénarios qui sont vraiment extrêmement intéressants et très personnalisés et parfaitement intégrés avec Y2. Donc des éléments d'intégration sur la partie StreamSoft, on a fait évoluer la data source pour permettre de gérer des cas, notamment des cas de certains pays qui nécessitaient certaines informations affichées sur la facture et qui ne duraient pas encore. Et puis, alors, je vais m'arrêter un petit peu plus sur cette partie-là. Dans la catégorie optimisation, il y a tous les efforts que l'on fait pour améliorer la sécurité, les performances de l'application, de son utilisation et sa sécurité. La grande majorité de ces efforts très importants qu'on fait et permanents, finalement, vous ne les voyez pas forcément parce que ça se passe de notre côté, du côté du SaaS, etc. Et donc, on peut faire des optimisations. Alors, au final, bien sûr, c'est pour que vous puissiez utiliser de manière plus fluide la solution, de manière plus sécurisée, etc. Donc, d'une certaine façon, ça va quand même, entre guillemets, se voir, mais pas forcément directement pour l'utilisateur. Donc, il y a un chantier très important qu'on fait sur ce sujet-là et qui est permanent et continu. Je voudrais néanmoins insister sur 2 points qui sont très importants parce que ceux-là peuvent avoir des impacts directs vous concernant. Alors, je vais être un peu technique. Pour certains, si vous n'êtes pas concerné, c'est parce que vous n'avez pas l'habitude de faire ce type de choses, tant mieux, vous n'allez sûrement pas être impacté. Par contre, pour les autres, ceux qui développent leurs propres états, ceux qui font un certain nombre de choses plus techniques par rapport à l'application, là, vous allez être concerné potentiellement et c'est très important. Le premier point qui est très important, c'est celui que j'ai mentionné ici, pour des raisons notamment de sécurité, mais aussi de performance. On a fermé dans l'édition 2020 la possibilité de jouer quelques requêtes, de passer des requêtes, et notamment sous forme de requêtes d'update dans le générateur d'état. Alors je sais, on le sait tous, c'est quelque chose qui était bien pratique pour certains pour passer une requête, notamment quand on est en SaaS, évidemment, on n'a pas accès à la base de données, eh bien, ça pouvait être plus rapide que de demander au SaaS de passer une requête, etc. Certes, néanmoins, en termes de sécurité, en termes de performance, etc., ce n'est pas des bonnes pratiques. Donc, on a fermé cette possibilité-là. Pour une grande majorité de clients, ça va avoir aucun impact. Par contre, pour ceux qui avaient fait ce type d'usage, soit permanent, par exemple, j'ai un méta, j'ai mis une facture et à la fin, je veux que lorsque la facture est validée, il y ait tel champ qui soit mis à jour. Donc, dans ma facture, je rajoute un petit script SQL qui va le faire. Ça, donc, ça ne sera plus possible. Ou alors, de manière ponctuelle, au fait, je me suis trompé dans ce paramétrage, donc je vais passer ma petite requête, etc., pour changer le paramétrage parce que je ne peux pas le faire dans l'interface utilisateur. Ça, également, ça ne sera pas possible. Ça ne sera plus possible. Donc ça, il faut vraiment faire très attention, profiter vraiment de la phase de test pour bien valider ces éléments-là, parce que voilà, je voudrais éviter que vous soyez pénalisé par la suite. Donc, il y a des solutions, et je vais donner quelques éléments de réponse pour remplacer, évidemment, ces usages-là, et je vais en parler juste après. Et je voudrais néanmoins
insister sur une autre chose qui, alors, ne concerne pas directement l'édition 2020, mais qui concernait plutôt la 2019. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour la version 2019, on a, alors, en 2013, donc pour la version 2013, il y a assez longtemps, on avait fait une mise à jour de la grammaire SQL. Donc, certaines instructions SQL qu'on pouvait utiliser dans les états, dans les requêtes, etc., avaient été modernisées. Et cette modernisation de la grammaire SQL, on avait laissé la possibilité d'utiliser l'ancienne pendant un certain moment, et notamment jusqu'à la V19. Et là, on avait dit en édition 2019, attention, attention, ça ne marchera plus, on abandonne, on déprécie l'ancienne grammaire, ça fait plusieurs années qu'elle ne devrait plus être utilisée, et donc faites les mises à jour en conséquence. Alors, on a été, entre guillemets, sympa d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on n'a pas complètement fermé les vannes. Du coup, pour un certain nombre d'entre vous, il y aurait eu des modifications à faire, elles n'ont pas été faites, et finalement, donc ces questions de grammaire ancienne, grammaire SQL ancienne, existent toujours aujourd'hui. On a des outils pour faire les suivis. Je peux vous dire qu'il y a un nombre encore important de clients qui malheureusement ont encore des modifications à faire. Donc, ces modifications, c'est dans les états, avec le générateur d'état, ou c'est certaines requêtes pour faire des exports, etc. Ça se situe à cet angle technique. Et donc, on a des outils pour le suivre, et je peux vous dire que donc, il y a un certain nombre de choses qui ne sont aujourd'hui pas conformes. D'accord. Donc, dans la 2020, on a poursuivi la fermeture, on va dire, le verrouillage de ces éléments-là. Donc, pour ceux qui s'étaient dit, tiens, finalement, je n'ai pas fait les modifs, et au fait, ça fonctionne super en 2019 encore, donc je ne fais rien, c'est une très mauvaise idée, puisqu'effectivement, là, je vais me croire, on a encore une fois renforcé et clarifié en fait ces éléments-là, donc ça va plus passer. Donc, faites très attention, si vous avez besoin d'assistance sur ces éléments-là, n'hésitez pas à revenir vers nous pour savoir quelles sont les requêtes qui sont impactées, etc. On a des outils qui nous permettent de piloter ça. Mais voilà, j'insiste lourdement, c'est parce que tous ensemble, on fait des points réguliers sur ces éléments-là. Et là, les éléments qui nous sont remontés nous amènent vraiment à vous alerter sur ce point-là. Encore une fois, il y en a qui ne sont absolument pas concernés. Mais si vous avez le moindre doute, le moindre besoin d'assistance, vraiment, contactez Cegid sur ces éléments-là parce que ça va vraiment poser des difficultés. Je finis sur deux notes un peu plus, entre guillemets, un peu plus légères pour vous dire qu'effectivement, on a amélioré les outils de transport de paramètres pour passer d'un environnement, par exemple, de test à un environnement de production. Ça, c'est des choses qui avaient évolué régulièrement. Là, on a retravaillé ces éléments-là et vraiment, on pense que ça peut. Moi, personnellement, je pense que ces outils-là sont insuffisamment utilisés. Notamment parce que, par exemple, quand on veut modifier certains paramètres, eh bien, plutôt que de passer une requête justement via le générateur d'état, eh bien, il est largement préférable d'utiliser ces outils de transport de paramètres. Et il y a plein de cas, par exemple, qui veulent être traités avec ces nouveaux outils. Donc voilà, utilisez-les au maximum. Si vous ne les connaissez pas suffisamment, contactez Cegid là aussi pour avoir plus d'informations. Parce que vraiment, ça mérite d'être largement utilisé. Et puis, alors aujourd'hui, vous savez que j'ai deux casquettes, une autour de la country compliance, une autour de Direct 2 et du corps. Jusqu'à maintenant, c'était ma casquette corps. J'en profite juste pour rappeler que durant la période qui s'est écoulée, eh bien, on a apporté un certain nombre d'améliorations et du fait de changements réglementaires. Ce n'est pas terminé. Par exemple, l'Italie, il y a encore des changements. La Russie, il y aura encore des changements. L'Allemagne, ça s'est un petit peu stabilisé. Puis il y en aura d'autres. Voilà, en tout cas, sur cette période-là, ce n'est pas directement lié à la version 2020 à proprement parler, mais en tout cas, on a fait énormément dépenser beaucoup de temps pour effectivement s'assurer que vous pouvez continuer à utiliser la solution dans les 69 pays où elle est disponible. Quelques informations concernant l'upgrade, donc là, à destination tout particulièrement des clients SaaS Advance. Donc, encore une fois, il y en a un certain nombre qui sont déjà passés, qui ont migré depuis le début d'année. Je crois qu'on doit avoir maintenant une trentaine, une quarantaine de clients, voire un peu plus maintenant, puisque tous les clients du pod US sont désormais également sur l'édition 2020. Pour les autres, donc vous avez dû recevoir plusieurs emails avec les plannings de migration. Donc, pour certains, ça va démarrer incessamment sous peu la semaine prochaine. On a prévu une phase de mise à disposition en test qui est significative, 5 semaines,
Ne l'utilisez pas comme une souplesse pour pouvoir faire vos tests au dernier moment ou à un moment donné opportun. Si on pense que, que 5 semaines, c'est vraiment ce qu'il faut, c'est que vous ayez le temps de l'utiliser en test dès sa mise à disposition, éventuellement nous faire les retours pour qu'on puisse voir s'il y a un ou deux points à corriger. Donc voilà, et utilisez vraiment au maximum ces semaines de test. Manifestez-vous si vous souhaitez profiter de cette période de test aussi pour tester les nouvelles web apps en fonction, en vue de les mettre à disposition. Voilà, donc anticipez et utilisez au mieux cette période-là. Moi, j'ai aucune inquiétude. Nous n'avons aucune inquiétude sur la qualité de la version par rapport aux autres versions. On s'est encore amélioré. Donc là, on a maintenant une expérience significative sur la version depuis le début de l'année. Là, avec le PodUS qui est passé en production il y a quelques jours, et voilà, objectivement, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Donc, j'ai aucune inquiétude là-dessus. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas, dans votre contexte, vraiment prendre le temps de pouvoir vraiment tout tester pour que, voilà, pour justement qu'il n'y ait pas le petit grain de sable qui finalement gâche un déploiement qui pourrait se passer de la meilleure manière. Je reviens, je réinsiste hein, sur les aspects de SQL et d'update et de grammaire, deux points vraiment techniques importants qui sont comment dire, vraiment liés à la personnalisation et aux éléments que vous allez mettre en œuvre dans votre contexte. Et donc, c'est vraiment du coup important d'y accorder le maximum d'attention. Pour vous accompagner dans cette période-là, vous savez que on peut évidemment vous assister, et si vous avez bien sûr besoin d'assistance du côté des professional services, eh bien, nous avons convaincu ma collègue Claire d'être votre point de contact. Donc Claire Duvessy, merci à elle d'être votre point de contact pour toutes vos questions pour obtenir la disponibilité d'un consultant, que vous puissiez le planifier, avoir tous les services nécessaires pour que ça se passe, que ça se passe au mieux. Voilà, j'ai été un petit peu plus long que la demi-heure de prévu, je m'en excuse. Et donc, je vais avoir maintenant la possibilité de répondre, en, de répondre à vos questions et remarques. La première question que je vois, dommage que la présentation de l'interface soit en anglais. Ah oui, désolé, j'aurais pu la faire en français. C'est vrai que j'ai deux versions, j'ai utilisé les mêmes copies d'écran pour les deux, mais je suis sûr que vous trouverez, dire que la version française vous conviendra à l'utilisation. Alors, peut-on gérer les favoris en centrale pour harmoniser en magasin les interfaces? Pour l'instant, non. C'est une question qu'on nous pose régulièrement. Ce n'était pas la cible de ces favoris, parce que c'est vraiment des favoris utilisateurs. Donc, l'idée, c'était vraiment de raccrocher l'utilisateur pour qu'il puisse dire, bon, moi, utilisateur, dans l'utilisation au quotidien, c'est ça que j'utilise, etc. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était fait pour l'utilisateur et pas pour être poussé en centrale, depuis la centrale. Bon, maintenant, on a régulièrement la demande, à voir pourquoi pas dans une prochaine version, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça a été, que ça a été prévu. Alors, petite question, est-il possible de bloquer les favoris dans la gestion des droits d'accès afin que la personnalisation des favoris soit standardisée, par exemple? Alors, bloquer les favoris, bonne question. Je pense qu'en toute logique, ils devraient faire partie du droit d'accès. Donc, les bloquer, oui, mais par contre, du coup, ça ne permettrait pas à l'utilisateur de créer les siens. Et comme j'ai répondu à la question précédente en disant, pour l'instant, on ne peut pas les pousser depuis la centrale, donc je pense que ça ne va pas beaucoup aider. Alors, la question de la compensation de l'impossibilité des requêtes SQL, c'est une très bonne question. Donc, on en a, avec les clients early adopters, là, on en a discuté de manière très régulière, et il y a beaucoup de cas d'usage très différents. Alors, il y a des cas d'usage d'urgence, de maintenance de certaines données, d'accord? Il y a eu tel pet sur la base, je ne sais pas quoi, il y a eu quelque chose. Dans ce cas-là, il sera toujours possible de passer des requêtes, simplement pour éviter de prendre des risques, éviter de pourrir la base, etc. Ces requêtes-là sont faites sous forme de maintenance, elles sont passées par le support et qui ira vers le SaaS, d'accord? Donc ça, il y aura toujours probablement des données à corriger, ça c'est la vie
Donc ça, c'est par le support. À l'opposé, il y a dans ce qu'on a vu un certain nombre de fonctionnalités, enfin de requêtes comme ça, qui étaient utilisées parce qu'il y avait des déficits fonctionnels. Mais là, on parle d'il y a quelques années. Et ces déficits fonctionnels, avec l'augmentation des web services, par exemple, ils peuvent tout à fait, aujourd'hui, alors il y a un certain nombre de cas, je ne peux pas garantir l'intégralité, je ne les ai pas tous vus, mais des cas qui sont tout à fait réalisables aujourd'hui grâce aux nouveaux web services, grâce à la possibilité justement de faire certaines mises à jour, etc., par web service, donc de manière voilà, sécurisée, etc., et non plus par une requête. Au milieu, il peut y avoir certaines, on a remarqué que certains consultants, par exemple, qui faisaient certains paramétrages en masse parce que, voilà, plutôt que d'aller dans l'interface utilisateur et de dire, bah, je le fais, voilà. Ça, par exemple, c'est des types d'usages qui sont maintenant couverts par le transport de paramètres. Donc, en gros, il y a plusieurs catégories de réponses sur cette partie-là. Je ne garantis pas qu'on va pouvoir apporter une réponse à tout. Par contre, c'est vrai que la sécurité est vraiment notre priorité. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que en travaillant et en analysant certains aspects de ces usages, travaillant avec certains consultants, je me suis rendu compte des risques qu'ils prenaient en lançant certaines requêtes. Donc ça, c'est sûr que des fois, il vaut mieux perdre un jour ou deux de travail et ne pas pourrir la base de données. Et là, je pense qu'il y a des vrais risques. Donc, c'est sûr qu'il y a certains éléments où ça va prendre un peu plus de temps. Par contre, donc on est là pour développer aussi des réponses. Il y en a un certain nombre qui existent aujourd'hui et on va continuer à le faire à l'avenir pour automatiser certaines fonctionnalités ou certains usages si jamais il y a besoin de le faire. Est-ce que vous pourrez nous envoyer le lien de l'enregistrement vidéo? Bien sûr, c'est ma collègue Audrey qui va vous le transmettre après. Recevoir un PDF qui regroupe ces infos. Alors, car je n'ai pas compris si on parle du back-office ou du front-office, c'est vrai que je suis allé relativement rapidement. Et donc, il y a des release notes qui, effectivement, vont reprendre ces éléments-là. Et dans la distribution, de toute façon, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations sur les plugins, par exemple. J'ai parlé tout à l'heure de Sales External. Le plugin Sales External a sa propre documentation, etc. Donc, il y a beaucoup d'informations, effectivement, qui sont disponibles. Vous savez aussi que je crois que c'est désormais disponible. Il me semble que la bascule devait se faire en août. Qu'il y a désormais la possibilité d'utiliser une aide en ligne, c'est-à-dire via un navigateur. Ça, c'est mon collègue Jérôme du studio d'Acalité, qui a lancé ce projet il y a plusieurs mois et qui donc désormais permet d'accéder à toutes les informations. Donc, beaucoup d'informations qui sont désormais disponibles. Est-ce que l'interface change également au niveau des caisses? Ah, bonne remarque, et ça j'ai oublié de vous en parler. Non, en fait, le pavé de caisse en lui-même, qui avait déjà pas mal évolué et qui, a priori, apportait déjà pas mal de satisfaction, lui n'a pas bougé. Par contre, si vous ouvrez la fiche client, par exemple, évidemment, celle-ci aura changé. Mais le pavé de caisse, non, on n'a pas fait d'amélioration. Voilà, il y a juste l'ouverture et la fermeture, mais le pavé de caisse, non. Alors, suite à la mise à jour, les grammaires SQL vont-elles changer? Nous avons pas mal d'exports custom. Donc, la grammaire SQL ne change pas parce qu'elle a déjà changé il y a quelques années. Par contre, on verrouille encore une fois un peu plus la possibilité d'utiliser l'ancienne grammaire. Donc, enfin, d'une certaine façon, ça veut dire un changement. Enfin, il n'y a rien de nouveau dans la version concernant la grammaire. Mais voilà, si vous aviez certaines instructions de grammaire SQL qui n'étaient pas actualisées depuis le changement de l'édition 2013 de mémoire, eh bien celles-ci, effectivement, elles ne vont plus passer. Donc là-dessus, effectivement, encore une fois, on a des outils pour vous permettre pour avoir de la visibilité sur ces éléments-là, pour savoir celles qui peuvent poser problème, etc. Donc n'hésitez pas à articuler si vous êtes en SAS, parce qu'on prenne moins de possibilités. Mais en SAS, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse faire un bilan avec vous sur ces éléments-là. Encore une fois, c'est très, très important. Alors, le chemin des exploits, des changements, comme initié en V19, mais abandonné. Alors, à ma connaissance, un changement fonctionnel au niveau des chemins d'export, non. Je sais qu'on a corrigé quelques bugs récemment sur des éléments parce qu'on avait des problèmes de chemin d'export unique qui faisaient qu'on pouvait avoir des conflits techniques sur certaines tâches, mais fonctionnellement, ça ne change rien.
Alors, à partir de quand l'environnement de test sera en édition 2020? Alors, ça dépend. Ça dépend parce que il y a plusieurs fermes, hein, vous savez, voilà, tout le monde ne change pas au même rythme. Donc, je ne sais pas vous dire précisément dans votre cas. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de regarder par rapport au mail qui vous a été envoyé le 10 mai, parce que là, le planning n'a pas changé. Puis, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à contacter votre référent, etc. Mais moi, je ne sais pas vous dire. Je sais qu'il y a des premiers clients pour lesquels, de mémoire, ça démarre lundi en base de test, mais c'est échelonné. Et donc, voilà, là-dessus, je ne peux pas vous donner de réponse unique. C'est vrai que j'aurais pu peut-être mettre un planning global, mais finalement, si on ne sait pas dans quel groupe on est, ça ne va pas beaucoup, vous aider. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, alors, le listing des grammaires SQL verrouillés par la 2021. Alors, je crois que mes collègues plus techniques de la partie projet ont référencé des choses. Je pense qu'au travers, le plus simple, hein, je pense, ça serait de passer au travers de leur outil de diagnostic qui permettent d'identifier les requêtes qui posent problème. Donc, je pense qu'on peut répondre à la question par ce biais-là. Ce serait probablement plus facile que alors, je vois avec plaisir que ma collègue Lucie est connectée. Donc, Lucie, que vous connaissez bien, puisque c'est votre interlocutrice pour la partie SaaS. Alors, elle me dit, ah bah lundi pour tout le monde. Bon, d'accord. Donc, en test. D'accord. Bon, bah très bien. Bah, pour tout le monde, au cas où, je pensais que c'était échelonné pour les tests aussi. D'accord. Ok, donc pas cette fois-ci. Très bien. Donc, c'est euh, en test pour tout le monde à partir de lundi, et donc 5 semaines si j'ai bien compris, 5 semaines de test avant le passage en production. Bien sûr, si vous êtes déjà en 2020, il y a un certain nombre de clients, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup là qui soient sur ce webinaire, mais pourquoi pas. Pour vous, ça va rien changer, évidemment, puisque vous êtes déjà en 2020. Et voilà, et Lucie me confirme, merci Lucie, que la question des chemins d'accès n'a effectivement pas évolué. Eh bien, merci beaucoup pour votre présence. Je crois qu'il y avait plus de 50 personnes aujourd'hui, ce qui est une des sessions les plus importantes qu'on ait pu faire sur ce sujet. Donc là, l'enregistrement que je vais stopper de ce pas